Cet épisode de Coup Critique est une présentation de la Triche Bistro-Ludique à Saint-Eustache. Joignez-vous au groupe Facebook Adventures League et Club de jeux de la Triche et venez jouer à Donjons Dragons ou essayer la grande sélection de jeux de société avec vos amis dans une ambiance des plus chaleureuses. Bonne écoute! Épisode numéro 7. Pourquoi jouer à Adventures League et les classes, notre premier volet. Bienvenue à Coup Critique. Fait que les gars, vous savez, moi je me peux plus là, de savoir que le Essentials Kit arrive. Les reviews ont commencé à sortir. Ça semble être un bon ensemble quand même dans l'opinion. Là. Ça vient un bon complément à ce que j'ai entendu dire. Puis l'aventure est assez intéressante. Fait que, moi j'ai vraiment hâte de le rouler pour ma copine. J'essaie de convaincre ma blonde de le runner. On essaie tous de convaincre notre conjointe de jouer à D&D. Ah, mais c'est tellement moins intimidant pour quelqu'un de dire OK, on va jouer juste 1 à 1 pour que tu vois un peu ses fois, pas de pression. Là, moi, ce que je me suis fait dire, c'est que, tu sais, je comprends, tu joues avec du monde qui sont habitués, puis ils vont vite, puis tout essaies de comprendre le jeu. Ça peut être intimidant avec du monde, quand tu joues avec des inconnus. Fait que, tu sais, 1 à 1, ça peut être rassurant, ce côté-là. Et gérer 5 personnes aussi. Là, ouais, c'est ça. Puis même pour le monde aussi, qui, tu sais, des fois, c'est pas tout le monde qui a des gens à proximité pour jouer, tu sais, je pense que nous autres, on est facile, on est proche d'un centre urbain, tu sais, je connais, surtout aux États-Unis, là, tu sais, quand t'habites à la fin fond d'un champ à l'Utah, là, peut-être que t'as pas full de personnes à proximité là, qui veulent jouer à Donjons Dragons. Fait que si tu trouves une personne, t'es bien content de pouvoir rouler une quête one-on-one. Là. Ouais, je pense quand même qu'à 2 joueurs, excuse-moi Francis, à 2 joueurs, au lieu, je sais que tu parles de sidekick, là, mais quelqu'un d'expérimenté va être capable de rouler le sidekick, mais je pense quand même qu'avec 2 joueurs, il y a une meilleure... tu peux jaser entre... Idéalement, the more the merrier, ça, c'est bien évident, mais je trouvais intéressant le concept de pouvoir le jouer avec en one-on-one. C'est comme une date. Ouais. C'est comme une date. Viens, je te fais goûter à la drogue D&D. Viens te joindre à la tribu. Mais c'est ça, comme je disais, j'avais vraiment trop hâte. Je planifie un voyage bientôt aux États-Unis. Au moment où j'enregistre, je pars dans une semaine. Et là... OK. En ce moment, il faut savoir, le Essentials Kit, qui est comme c'est comme un peu le kit d'initiation, en fait, là, qui était vendu. Sauf que là, c'est une édition un peu révampée avec plus de stock dedans, une nouvelle aventure, plein de choses. Puis en ce moment, il est en exclusivité chez Target. Et vu qu'il n'y a plus de Target au Canada, il y en a juste aux États-Unis maintenant. Donc, le jeu est actuellement dans plusieurs Target aux États-Unis. Selon les dernières recherches que j'avais faites, il n'y en avait vraiment pas beaucoup en magasin. Les quantités s'épuisent assez rapidement. Donc, ce que j'ai fait, je me suis créé un compte Target. Je me suis commandé le jeu pour qu'il soit délivré dans un Target sur mon chemin de vacances. Wow. Il est déjà arrivé, il m'attend. Et je le ramasse, puis et voilà, c'est fait, c'est payé. Nice. Mais je pense que tu peux faire livrer au Canada là, à partir de Target. Sauf qu'il y a certains items de Wizard of the Coast qui sont pas livrables au Canada, dont celui-ci, parce que c'est une exclusivité. Et aussi, le shipping est vraiment très cher. Faut payer, je pense, 150$ de Target pour que avoir accès au free shipping. Pour 25$ de stock. Là, ouais, c'est ça. Fait que ça va être une petite aventure de comme créer le compte et être sûr que ça marche. Puis, fait que j'ai une boîte qui m'attend quelque part aux États-Unis. 2 semaines avant nous autres. Ben, je vais pouvoir mon idée, c'est de pouvoir l'avoir plus de bonheur, puis justement me montrer, puis l'expliquer en français qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, puis faire un article, puis peut-être une vidéo pour Coup Critique. Puis, pas trop spoiler, s'il vous plaît, là, j'aimerais ça le jouer. Non, mais non. Non, on ne spoil pas l'avant. Mais rendu là, on rentre en août, là, au moment où on parle, fait que je suis pas sûr que tu vas avoir si tant longtemps, là, si tu pars dans une semaine. Genre 3 semaines avant que ça... Je pense que ça va se sentir spécial. Ça va te donner le temps de le lire comme il faut.
Ouais. Puis juste apprécier, ben, j'étais pas capable d'attendre. Puis je trouvais ça cool. Bienvenue à Coup Critique, tout le monde. Super content que vous soyez là cette semaine avec nous autres. Merci encore pour tous les bons commentaires qu'on reçoit semaine après semaine. C'est vraiment gentil. On a une nouvelle Patreon aussi. Merci beaucoup à Karine de se joindre à la tribu Patreon de Coup Critique. Ça nous donne ça nous donne un bon coup de pouce. C'est vraiment cool de savoir qu'il y a de plus en plus de monde qui nous écoute puis qui veulent nous aider. Cette semaine, en fait, on va commencer en deuxième partie d'émission. On avait fait un sondage sur notre page sur Facebook, à savoir un des sujets que vous aimeriez qu'on aborde bientôt. Puis il y avait une nette avance au niveau des classes. Donc, dans les prochains épisodes, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de prendre entre 3 et 4 classes et explorer un peu qu'est-ce que ces classes-là vous offrent. Peut-être que ça pourra faire un bon refresh, dans le fond, pour les joueurs qui n'ont peut-être pas essayé certaines classes ou des joueurs qui commencent 5e édition. Ou, en tout cas, on va faire le tour de plusieurs de ces options-là. Mais un bon résumé, dans le fond, là, pour qu'on puisse pas imaginer, mais démontrer un peu les avantages et les inconvénients des classes. Oui, exactement. Puis, en première partie d'émission, on a reçu une question de Simon. En fait, c'est pas une question, c'est une proposition de discussion. Puis je pense qu'on pourrait commencer avec ça. On nous a beaucoup parlé du fait qu'on parlait du mode de jeu Adventures League. C'est vrai qu'on en a parlé beaucoup, étant donné qu'on est tous des joueurs de ce type de jeu-là. On a parlé beaucoup de toutes les nouveautés qui s'en venaient, des trucs comme ça, des règles, des aventures qu'on jouait la fin de semaine ou dans la semaine. Mais on a passé très, très en surface sur peut-être les pour et les contre, dans le fond, de ce mode de jeu-là, puis qu'est-ce que ça apporte. Parce que ce qui est le fun en ce moment, c'est que Giovanni puis Mike, vous êtes, dans le fond, des DM qui ont fait du DM Adventures League et du DM Homebrew encore activement. Tu sais, dans le fond, les deux variantes. Moi, j'ai fait beaucoup plus de Homebrew que d'Adventures League dans ma carrière au complet. Là. Pour moi, c'est plutôt récent de rouler. Plutôt récent. Ouais, quand même récent de moi de rouler des aventures qui sont pas les miennes. Prendre part de quelque chose que quelqu'un d'autre a écrit, c'est une phrase spéciale, mais c'est vraiment le feeling que tu as. Tu te l'appropries, mais c'est jamais ton plot, c'est pas ton vilain que t'as fait. C'est pas désagréable non plus, mais c'est pas pareil. Ça dépend ce que tu veux faire comme DM. Quand j'ai recommencé, ça me tentait pas nécessairement de passer beaucoup de temps à écrire. Puis faire les modules qui sortaient, ça me plaisait quand même beaucoup. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai roulé des hardcovers puis des Quest Adventures League. Pour la plupart de mon expérience de D&D 5e édition, c'est pas mal ça que j'ai fait. Puis c'est le fun pour un nouveau DM aussi. Je veux dire, ça peut être lourd. Là. OK, je veux commencer à DM, je commence en créant un monde. Non, c'est rassurant. Avec moi, ben oui, tu te restes entre les lignes. S'il y a des questions des joueurs, pas mal tout est dans le module. T'es pas trop perdu, c'est pas trop intimidant non plus. Ben, ça te donne une base aussi de comment c'est structuré une aventure pour que ce soit intéressant. Les modules, surtout maintenant, je trouve les modules sont vraiment bien faits, puis ils suivent une belle logique, puis un beau rythme. De plus en plus. Entre les aventures, fait que c'est intéressant, même si tu n'es pas obligé de suivre ça toujours exactement. Il y a beaucoup de DM empowerment dans les quests, puis profitez-en, ça sert à ça. Après tout, c'est un jeu de rôle. Mais rouler des aventures préfaites, ça demande quand même de la préparation, mais beaucoup moins de préparation que des games de homebrew. C'est sûr. Sauf que tu connais le feeling que quand c'est toi qui crée tout, c'est ton bébé, c'est toi. Tu peux faire n'importe quoi. T'es pas, je dirais pas railroad, mais t'es pas à l'intérieur de limite. Tes parenthèses, tu les enlèves, tu fais tout ce que tu veux. Tu changes au fur et à mesure si tu veux. Tu fais suivre l'histoire en fonction un peu de ce que les joueurs veulent faire. Ça peut être super le fun de rouler ces games-là qui sont un peu. Moi, quand je faisais ça, c'était quoi, 70% d'improvisation, les parties à rouler, parce que je savais ce qui s'en allait côté. Qu'est-ce qui se passait comme plot général, mais tu sais, ce qui se passait spécifiquement, je me laissais dicter un peu par les joueurs où ce qui allait. Puis là, je bâtissais autour de ça, puis c'était super le fun. L'attitude des joueurs est vraiment beaucoup plus grande. Là. Des fois, les joueurs, moi, ils vont se jaser en roleplay pendant une demi-heure, 45 minutes, 1 heure.
puis je m'interpose pas, puis c'est très correct, c'est très le fun, puis c'est le fun à voir. C'est eux qui écrivent l'histoire. Ça laisse beaucoup plus de place à l'interaction au play entre les joueurs. Puis je pense que c'est un des trucs qu'on pourrait reprocher de l'Adventures League. Puis c'est ce que je dis souvent, en fait, en parlant de ça, c'est quand tu fais un personnage d'Adventures League, ta saga, ben faut que tu te la crées un peu toi-même. Tu sais, tu vas imaginer c'est quoi la progression de ton bonhomme, puis que tu sais rendu niveau 20, ça va être quoi sa raison pour peut-être se retirer, tu sais, c'est quoi sa progression, tandis que quand tu joues en Blue, souvent l'histoire, le background de ton personnage, mais le DM, il va souvent les jouer avec pour l'intégrer à son histoire. Fait que t'as une différente façon un peu de créer ta saga dans ce temps-là avec un DM qui est en blue parce qu'il veut pouvoir appliquer le background de ton personnage beaucoup plus dans l'histoire qu'un background d'Adventures League. Ouais, ça prend une partie beaucoup plus importante à ce moment-là, ton backstory puis la création de ton personnage. Les personnages sont beaucoup plus importants. Ouais, je pense que c'est on peut résumer comme ça, c'est que les personnages sont beaucoup plus importants au niveau de l'histoire en homebrew qu'en module ou Adventures League, même s'ils sont au premier plan, les modules sont assez génériques pour que ça englobe tous les types de personnages. Ouais. Étant, moi, je pense que j'ai peut-être la meilleure vision de point de vue d'un nouveau. Là, moi, j'ai commencé à jouer à D&D cette année. Là, donc, je suis arrivé, j'ai commencé comme joueur à des parties D&D. Puis ma première réaction, ça a été « OK, cool, il y a tout ça. » Mais le fait qu'il y a toute la règle du manuel du joueur plus 1, ça a permis de moins m'éparpiller, donc de peut-être me créer un personnage et de moins me laisser intimider, par exemple, par le mode de jeu ou les règles ou toutes les possibilités. À mesure que je joue à Adventures League, je me rends compte des limites aussi, dans le sens que j'ai beaucoup d'idées pour faire des personnages. Les règles, en ce moment, qui sont utilisées, m'empêche peut-être un peu de faire aller trop ma créativité en termes de création de personnages. On s'entend, il y a des choses comme j'aimerais telle race de bonhomme faire un tel type de classe avec tel type de sous-classe, si on veut, d'archétype. Malheureusement, c'est pas disponible. Donc, OK, bon, ben, on essaie de signaler d'autres choses. Mais déjà, un premier frein là-dessus, ça peut peut-être pousser des joueurs à faire « Ah non, c'est pas ce genre de jeu-là pour moi. » Par contre, les règles, je veux dire, qu'on soit en Homebrew ou en Adventures League, il y en a. Donc, comme DM, ils pourraient imposer des règles de dire « Non, moi, je veux pas de telle sorte de personnage ou de telle sorte d'archétype dans ma quête parce que ça a plus ou moins rapport avec où est-ce que la game se passe, dans le fond. » C'est sûr que l'idée en arrière de ça, c'est toujours de limiter les choix pour qu'il y ait des combos qui se fassent possiblement qui sont un peu brisés. T'sais. Ça reste un jeu de rôle D&D. Faut pas se leurrer et dire que tout est balancé. Là, c'est pas le cas. Mais ce que Francis dit, c'est autant un avantage qu'un inconvénient. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'au début, tu te sens plus structuré, moins perdu, mais plus l'expérience rentre, plus c'est difficile d'essayer d'étendre tes horizons, si on veut. Ouais. C'est juste que, tu sais, par rapport à la règle de plus 1, que peut-être que Francis trouve un peu limitative. Moi, le peu de campagne que j'ai fait Homebrew, on l'a appliqué quand même, cette règle-là, même pour nos personnages de Homebrew. Ah, c'est un bon point, ouais. Parce qu'on trouve que c'est une belle façon de limiter, puis que le DM n'ait pas à penser à 14 livres en même temps pour passer à ton personnage. Tu sais, si tu fais une erreur ou quelque chose, c'est plus facile pour... parce que, tu sais, on en fait tous des erreurs, là, puis moi, quand quelqu'un maintenant me dit « Hey, c'est comme ça, tu es supposé faire ça », c'est vrai, puis je suis content que quelqu'un me le dise, parce que on a tous des règles qu'on a mal lues, qu'on a survolées, ou qu'on oublie, ou qu'on est tellement habitué de jouer avec une personne qu'on arrive à la table et qu'on utilise des règles qui sont vraiment celles du livre, mais on est convaincu que notre façon qu'on joue à notre table avec nos amis, c'est la bonne façon, puis c'est pas la bonne façon des fois. Effectivement, des fois, c'est un bon point. Une habitude. Fait que non, c'est ça. Autre chose, comme étant un nouveau DM, maintenant, j'adore le mode Adventures League. Non. Mais j'adore le mode Adventures League pour le fait que, écoute, j'ai 2 enfants. J'ai pas toujours le temps de taper tout un module qui vient de sortir, tu sais, ou quelque chose. Tu me dis, j'ai une dizaine de pages à regarder. Je peux bien me préparer avec ça. Je sais où je peux emmener mes joueurs. Je sais à peu près toutes les possibilités qui peuvent se passer. C'est vraiment intéressant. Puis je pense que ça permet
à plus de personnes de vouloir essayer d'être DM. Moi, de ce que j'ai vu, c'est Ben oui. j'ai commencé, puis à chaque fois que je fais une partie d'Adventures League, puis il y a même des nouveaux, les nouveaux font tout de suite, hey, mais tu sais, j'ai été DM, je pourrais faire DM moi aussi, je pourrais en organiser des parties, puis ben oui, allez-y, tu sais, puis on voit que Ben, ça ouvre beaucoup plus les portes à justement à donner de la relève pour que tout le monde joue à un moment donné, puis que tout le monde DM. Tu sais, il y a une espèce de cycle, là. être DM, c'est vraiment le fun. Puis Ouais. même si on n'aurait pas dit que c'est du travail, puis c'est vrai que c'est plus de travail, mais c'est pas difficile le DM. C'est juste un peu plus de préparation pour les parties. Non, mais exact. c'est pas difficile. Je pense que non, t'as pas besoin de savoir toutes les règles par cœur, toutes les Absolument pas. Puis le truc, c'est de se servir les autres joueurs pour quand t'es pas sûr de quelque chose. Puis on t'apprend comme tu y vas. Puis à un moment donné, tu vas les avoir savoir le bout des doigts, les règles. Ouais. C'est aussi le fun d'être DM, là, tu sais. C'est le fun d'être DM. Il joue. C'est quelque chose que. Il joue beaucoup, tu sais, je veux dire, tu joues pour tout le monde autre que ton personnage. Ouais, En fait, tu joues tout le temps, là. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps ton tour. Si tu veux rouler des dés, t'en roules pas mal plus que les joueurs. Ouais. Puis, c'est le travail qu'il y avait avant, mais une fois que tu pognes la piqûre, je pense qu'il y a vraiment une satisfaction à travers les joueurs qui te regardent tout en disant OK, wow, oh mon Dieu, tout ça. Écoute, c'est là que tu vas chercher ta paye. Ouais. La seule chose, par exemple, du mode de DM Ventures League, c'est que j'ai pas vraiment ce commentaire-là, mais de ce que j'ai entendu beaucoup, c'est que c'est un système qui est très narrow. Il y avait ça du DM guiding, là, je pense, ou du narrow guiding. C'est que dans le sens qu'il y a où le DM pousse beaucoup les joueurs à aller vers une certaine direction quand même pour arriver à un certain but pour que tout le monde en sorte un peu gagnant ou ben pas gagnant, mais dans le sens qu'on arrive pas mal tout à la même conclusion. C'est pour le système de jeu qui est organisé de cette manière-là. Par contre, il y a quand même beaucoup de lassitude qui est donnée au DM aussi de faire ce qu'il veut, mais il faut quand même que les joueurs arrivent à compléter un certain critère pour avoir accès, mettons, à leurs points, à leurs trésors, à tout ça. C'est quelque chose qui s'explique aux joueurs, je pense, surtout quand tu as beaucoup de nouveaux devant toi. Tu leur dis, écoutez, là, c'est pas quelque chose, c'est pas un open world, il faut qu'ils comprennent. Quand ils sont expérimentés, tu le sais, Mike, tu le sais, Francis, quand tu viens jouer la game, mettons, là, tu sais que tu pourras pas aller à l'autre. Tu sais vers où elle s'en va la game. Tu n'as pas le choix un peu, sinon, mais c'est pas fait comme ça, tu sais. Mais l'expliquer... c'est quelqu'un qui viendrait à une partie puis il s'attendrait pas à ça, ça défie un peu le purpose de jouer dans un système organisé qui s'appelle Adventures League. Ouais. Je pense qu'à la base, la prémisse, c'est que tu es un aventurier, puis tu veux du travail, puis tu es là pour faire des activités, pour t'impliquer dans le monde de Ferrine au travers de ça. Fait que, tu joues un personnage que lui, comme non, moi, ça m'intéresse pas, ça me concerne pas. T'as un peu manqué le bateau, là. Ouais. On en voit des fois des personnages qui sont plus marginaux, qui sont créés. Je donne l'exemple, Hugues, un ami à nous qui joue, il y a un druide qui est vraiment pas sociable. Fait qu'à chaque fois qu'on est en ville, à chaque fois qu'il est tout le temps à part, mais il comprend la game quand même, puis il reste dans les limites. Mais c'est vraiment drôle de le voir aller, qui est tout le temps... Tant qu'il trouve des solutions créatives, puis qu'il fait pas staller la game avec ça, moi, j'ai aucun problème avec ce genre de roleplay-là. C'est quand tu commences à mettre des barrières dans les pages du DM, parce que toi, tu veux jouer... c'est ça, à un moment donné, il faut comprendre, là, exact. Mais si tu t'en vas faire un donjon, puis ton bonhomme, il y a les donjons, il joue pas lui, il joue un autre, mettons, juste pour éviter que ça fasse la pagaille. Ça marchera pas. Les joueurs, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que les joueurs ont une certaine responsabilité de bien comprendre que le DM a un job à faire. Puis que, absolument. Ouais. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus de l'attitude dans les nouvelles. Saison 8, là, que Eric fait beaucoup. Je te dirais qu'il y a beaucoup de scénarios possibles, ce qui est intéressant à ce niveau-là. Fait que c'est de moins en moins limité. En tout cas, il essaie d'avoir plusieurs fins possibles maintenant au scénario. Plus, je pense qu'il envisage. Avant, il envisageait juste comme 2 options. Là, genre, tu réussis ou tu fails. Mais là, il a l'air d'avoir genre des partial fail ou des partial win comme possible fin dans les cas. Je trouve ça intéressant aussi. Absolument. Sinon, dans les avantages de jouer à Adventures League, ce que j'aime, c'est que justement, moi, les personnes à qui j'ai parlé le plus m'ont dit ça fait 10-15 ans que j'ai pas joué, je veux recommencer à jouer, j'ai du temps. Adventures League, c'est la meilleure façon de rencontrer des gens qui veulent jouer à Donjons Dragons, mais qui veulent vraiment jouer, puis qui sont ouverts, puis ça permet de trouver une partie facilement. Moi, je voulais essayer Donjons Dragons cette année, je voulais faire quelque chose, je voulais jouer au jeu,
Puis j'ai pas d'amis, moi, qui jouent à des jeux de société tant que ça, puis à du roleplay, puis à des jeux de rôle. Je n'avais pas. J'ai des amis, mais ils jouent pas à ça. Puis même si j'aurais essayé de les convaincre, je sais que ça aurait pas été la même ambiance que quand je suis arrivé à la triche, puis que j'avais une table de monde qui m'ont fait « Hey, viens t'asseoir, c'est quoi que t'as fait? Oh my God, OK, tu sais, puis tu sais, c'est vraiment un moyen de se remettre dans le bain. Surtout, si par exemple, vous avez joué à une ancienne édition, c'est comme beaucoup de gens ont joué à la 3.5 puis ont arrêté, ou ils ont essayé un type de jeu comme Pathfinder ou d'autres types de jeux. Puis à la 5e, tout le monde me parle de ça, là, ça a l'air le fun, mais genre, j'ai pas joué depuis longtemps. C'est pas grave, viens-t'en, c'est fait pour ça, tu sais. C'est ça le plus gros avantage, selon moi, de tu vas avoir des gens jeu-là. sur la table qui ça leur tente. Et comme tu dis, essayer de convaincre 5 amis ou 4 amis ou 3 amis de jouer avec toi, puis ça leur tente plus ou moins. Hey, c'est de la job en tabarouette, là. Tandis que si tu arrives à la triche ou à l'expédition ou à toutes les autres bars qui sont super cool de faire des games, ben, tu vas avoir 5 personnes autour de la table que ça leur tente de la même chose autant que toi. Fait qu'à ce niveau-là, tu n'as pas besoin de convaincre personne. C'est pas un gros commitment quand tu sais que la quête elle va être 2 ou 4 heures. Tu sais que 4 heures, c'est fini. T'es pas OK, faut que je revienne 3 semaines en ligne pour finir notre quête qu'on a commencé, notre module qu'on a commencé. T'sais. Si t'as le temps ou t'es pas sûr d'être là, au moins ce format-là, il te permet d'aller jouer puis sans commitment à long terme. Même chose si tu veux essayer. Moi, j'ai trouvé des gens qui voulaient bien l'essayer. Tu libre, oui. Si t'aimes pas ça, là, c'est bien correct. Mais si t'aimes ça, par exemple, tu vas te trouver un spot après, mais ça t'implique à pas plus qu'écrire une couple de notes sur un papier puis écouter ce que le DM dit. Ouais. Effectivement. Comme DM, je veux dire, pour avoir organisé des parties, là, on s'est créé un groupe Facebook Adventures League pour la triche. Maintenant, on publie une date, puis 15 minutes, c'est fini. On a comme 6 joueurs, là. Puis le monde se met en file d'attente si jamais quelqu'un cancelle. Le monde sont prêts à jouer. Il y a une communauté à la triche qui vont jouer. C'est intéressant. On continue de maintenir ça. On a quelque chose de spécial. Il faut continuer de faire autant les DM chacun notre part de faire une partie. Il y avait une partie qui s'est remplie tellement vite mercredi que j'avais une disponibilité. Fait que j'en fais une, puis ça s'est rempli aussi vite. Ouais. Puis je suppose que c'est pas mal la même chose un peu partout aussi où il y a des clubs Adventures League. C'est que trouver des joueurs en quelque part, mettons TR1, c'est sûr que c'est plus facile. Mais c'est qu'il y a quand même une facilité de trouver du monde. C'est pas comme essayer, comme tu disais, Giovanni, c'est pas comme essayer de refaire rejoindre 5 de tes amis proches puis de se trouver une date. Ouais, mais là, moi j'ai ça, mais moi j'ai ça. Puis il y a comme. Si tu veux jouer cette semaine, tu peux. Ouais, c'est ça. Je peux jouer mercredi. Y a-t-il une game? OK, cool. Il y a beaucoup de places qui offrent des parties d'Adventures League maintenant. Puis je pense que c'est un des gros avantages d'Adventures League. C'est que si tu veux jouer, c'est facile, c'est accessible, ça t'engage pas en rien. Tu veux jouer une petite partie pour l'essayer ou si tu as juste un peu de temps, tu peux quand même faire une progression de ton personnage puis avoir des histoires qui sont intéressantes. Le nombre de modules qu'il y a maintenant, là, après 8 saisons, là, c'est du choix. Il y a du choix. Là. Il y a même en vraiment tant que DM, qu'est-ce que tu veux faire? Absolument. On parle souvent des règles d'Adventures League, puis oui, c'est quand même c'est normal que ce soit régi par des règles parce que c'est un système d'organized play. Donc, on veut que ce soit le plus fair play possible, mais c'est quand même sur un honor system. Puis, on s'entend, on est là pour jouer puis avoir du plaisir. Fait que c'est pas si restreignant que ça. Puis adhérer, c'est pas quelque chose qui va ruiner tant que ça l'expérience de quelqu'un. Non. Ouais, exact. Ceci étant dit, il n'y a rien comme la liberté puis l'inclusion du travail que tu vas faire avec un DM d'une histoire de homebrew, ça c'est certain. Ouais, justement, en revenant... Vas-y, pas trop. Ben, écoute, tu sais, si on revient justement sur les parties homebrew, dans les avantages qu'il y a justement par rapport, mettons, à Adventures League, c'est si par exemple vous êtes quelqu'un que ça fait longtemps qu'il joue à D&D ou vous êtes tombé en amour, par exemple, avec la série Critical Role, OK? Puis vous voyez des gens qui s'investissent dans leurs personnages, qui font des parties de 4 heures où il y a justement beaucoup de dialogue, beaucoup de tension, de suspense, du développement de personnages, sur du long terme. C'est pas quelque chose qui va être
qui va être facilement retrouvable en Adventures League. Peut-être si vous jouez tout le temps avec les mêmes personnes, par exemple, à des parties, il y a quelque chose qui peut se ficeler, mais même encore, on est souvent catapulté d'un endroit à l'autre en Adventures League, donc c'est pas comme si on partait vraiment en voyage. Aussi, là, je veux dire, Ouais. Je dirais que ça dépend un peu si tu roules un hardcover ou non. Là. Ouais, exact. À ce niveau-là, tu as plus de liberté. Ouais. Mais c'est ça. C'est sûr que si vous êtes vraiment plus roleplay, vous voulez créer quelque chose, peut-être scinder encore plus des liens forts, par exemple, avec des joueurs, des trucs comme ça. C'est sûr que le homebrew, puis là, quand on dit homebrew, c'est partie maison, là, où c'est entre amis, là, à la maison, par exemple, ou dans un lieu où vous jouez tout le temps ensemble, puis vous avez vos propres règles, puis vous avez vos propres... Un hardcover peut être homebrew aussi, dans les circonstances où le DM se prend plus d'attitude que qu'est-ce qui est écrit dans le livre en tant que tel du hardcover. Tu sais, bon, il y a différents styles d'homebrew, là, comme moi, j'ai presque tout créé mon monde, tous mes items, tout ça. Ça, c'est une version, mais ça peut être comme Mike a fait en runant une partie de Tomb of Annihilation, la saison 5, c'est ça? C'est pas, je pense que c'est 6. Excuse-moi. Puis qui était, c'est pas grave, là, qui était tout, t'avais un peu sorti des barrières, qu'il faut absolument donner tel item pour que ce soit Adventures League AL Legal, comme on appelle ça. Ouais. Donc, tu sais, il y a différentes façons de faire pour le homebrew, mais tu as raison, Francis, en disant que c'est moins restreint, puis ça a l'avantage. Mais le développement de personnage, c'est vraiment là qu'il y a un plus, selon la quantité de roleplay que tu aimes faire aussi. Quelqu'un veut juste rouler des dés, battre des monstres, Adventures League, ça va être parfait à vie pour lui. Ouais. Mais si tu veux développer un personnage, pas juste pour toi, mais la relation avec les autres personnages, à ce moment-là, c'est sûr qu'une version homebrew, comme on dit, ou une partie maison, avec un DM qui permet ça, puis bon, tout ce travail en équipe, là, puis ça prend une bonne chimie entre les joueurs. Il y a beaucoup de choses à analyser. Si tu es capable d'avoir ça, c'est quelque chose d'unique. On s'entend, là, après 1 an, 2 ans, 3 ans de partie, tu peux pas faire autre chose que t'attacher à ton personnage, au personnage des autres, aux NPC que tu rencontres, au monde que tu explores, etc. Ouais. Puis comme DM aussi, l'expérience au bout va te permettre de créer tes propres villes, ton propre monde, tes propres monstres, tes propres NPC. Il y a comme... Tes propres vilains. Ouais. Ça, c'est la partie la plus fun, Mike. Le BBEG. Hey, je pense que ça faisait 1 an et demi que je jouais à... Je ne savais pas encore ce que ça voulait dire en anglais. Big Bad Evil Guy. Ouais. Mais ça symbolise bien que le Big Bad Evil Guy que tu crées, que tu peux ramener ici et là dans ta partie, ben, toujours du toi, plaisir à faire ce bonhomme-là. Ben, t'es en amour avec. Là. Avoue que c'est toi qui le crée, c'est toi qui le fais, c'est toi qui le joue. C'est ton vilain. C'est ton joueur à toi. Ouais, c'est ça, c'est ton PC. Les NPC que tu rencontres, parfait, t'es fait, c'est comme des petits épisodes, hein? Mais le vilain que t'as tout le long, écoute, les joueurs, ils l'ont même pas. D'accord, t'es déjà en amour avec. Hey les gars, c'est une super bonne discussion sur j'espère en tout cas que les gens ça les a peut-être guidés justement, peut-être à essayer Adventures League ou peut-être essayer justement juste de jouer à Donjons Dragons puis de voir justement tous ces aspects-là. Juste avant qu'on passe à l'autre segment, juste faire peut-être un petit recap style actualité. Il y a des choses qui sont sorties récemment comme nouvelles autour de D&D, puis peut-être que ça peut intéresser plusieurs personnes. Premièrement, Wizard of the Coast a annoncé pour fêter les 5 ans de la 5e édition, ils vont ressortir les 2 premiers modules qui étaient sortis à l'époque pour Dungeons & Dragons. Le premier s'appelait Heart of the Dragon Queen. Après, c'était Rise of Tiamat. Et ça va être les 2 ensemble, incluant une adaptation un peu de la quête d'ouverture. Aussi, ça inclura peut-être des ajustements qu'ils ont fait après l'apparition des premiers volumes dans une édition... Dans un livre, en fait, un seul livre, qui va s'appeler Tyranny of Dragons, avec une pochette faite encore par Hydro 76, je pense, ou 70. Yes. Ouais, 76, je pense. Puis c'est eux autres qui ont fait les covers de toutes les éditions spéciales. Puis cette édition-là va être seulement disponible dans les magasins les local game shops qu'on appelle, les magasins de jeux. En ligne, tu veux dire? Non, ça va être seulement disponible en magasin. Ouais. Parce qu'il y a un cover spécial, c'est un collector dans le fond. Là. Ouais. Ce qui est intéressant à dire aussi, c'est que dans le fond, ces 2 livres-là, à l'origine, ils vont ensemble en fait. Ouais.
c'est une quête, ces 2 livres-là. C'est les premiers livres qui sont sortis de modules que Wizard ont fait à l'époque, qui incluaient un peu la séquence de bêta testing là, qu'ils ont fait pour les règles. Donc, ce qui sort là, c'est les 2 livres ensemble, mais en plus, ils sont réédités pour qu'ils fassent beaucoup plus de sens au niveau qu'est-ce qui arrive dans les premiers chapitres. Puis ils ont ajouté quelques règles aussi, quelques missions pour que ça soit une meilleure aventure que c'était. C'est pas juste que c'est quand même un petit bout aussi que ça a sorti 5 ans. Ouais, absolument. Puis je trouve ça super le fun. Beaucoup de branle-bas de combat au niveau de Donjons Dragons depuis. Fait que c'est cool qu'ils fassent ça. Ils ont appris beaucoup. Là. Moi, je trouve que c'est un excellent produit. Moi, c'est sûr que je vais l'acheter. Je les ai pas, ces 2-là, puis je suis content qu'ils aient fait une réédition de ces 2 aventures-là ensemble. Je trouve ça que c'est un produit super intéressant. Puis qu'il y a un cover spécial, ça, c'est juste le icing on the cake. Ouais. Ça tourne tout autour des dragons, qui sont souvent le premier first appeal pour les joueurs qui veulent jouer, affronter des dragons. Joueurs donjons et dragons, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme pas mal dans le nom. Fait que de sortir ça, je pense que c'est un bon move. Mais ce que ça montre peut-être, c'est que j'ai l'impression que à chaque fois que ça va être l'anniversaire peut-être d'un ancien module, on pourrait s'attendre peut-être à une réédition justement avec des ajustements, des trucs. Puis ça permettrait de faire grandir autant les anciennes aventures que d'en sortir des nouvelles. Donc là, la bibliothèque commence à être vraiment fournie de stock. Ouais. Parce que beaucoup de monde sont arrivés sur le tard aussi dans la 5e édition. C'est pas tout le monde. Donjons Dragons n'a jamais été aussi fort peut-être que depuis les 2 dernières années. Là. Donc, tout ce qui est sorti avant, je pense que Wizard of the Coast a intérêt à le réadapter ou à le remettre au goût du jour, le remettre de devant. Certains points, c'est sûr. Il y en a qui ont moins besoin que d'autres. Oui, exactement. Ça serait à voir, puis on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Puis je pense pas qu'ils sont aussi avares de dire on va refaire toutes les saisons, puis on va juste en vendre plus de livres. Si on n'en parlerait pas, ça vaudrait pas la peine. On n'essaie pas de vendre les livres plus. C'est un cas spécial, celui-là, je trouve. Le rééditer par rapport aux autres modules, c'est celui qui avait besoin de plus de travail. Les autres s'adaptent relativement assez bien, même avec les nouvelles règles. Moi, tu aurais joué à Adventure League ou non. Sinon, ils jouent parfaitement bien. Là. C'est juste. D'unifier tout ensemble est vraiment un plus, là, d'acheter 2 livres aussi, puis d'avoir une certaine. Comme l'a dit Mike, un petit peu plus une ligne directrice puis qui est commune aux 2, puis tout ça, la meilleure nouvelle là-dedans. Là. Ouais. Je me rappelle bien, j'ai lu que c'était une meilleure intro aussi, puis qu'il y a des affaires qui vont être exactement identiques. C'était déjà un bon module, en fait. Là. On dit pas que c'était un mauvais module, là. C'est pas ça que je dis partout. C'est juste qu'on n'avait pas tous ces 2 livres-là, mais là, on va avoir. Oui, exactement. Parce que moi, je suis arrivé, j'ai commencé à jouer après que tu sois sorti. Et j'étais déjà rendu au temps de Prince of the Apocalypse quand j'ai commencé avec la 5e édition. Si on parle maintenant d'Adventures League, récemment, en fait, il y a un truc que vous pouvez suivre, tout le monde, sur la chaîne Twitch de Donjons Dragons qui s'appelle DND. Il y a une fois par mois, il y a une émission qui s'appelle Adventures Wanted, qui est une espèce de mise à jour, si on veut, sur ce qui se passe dans le monde du Adventures League. Donc, qu'est-ce qui est en train d'être développé, des événements spéciaux qui vont arriver, des choses à surveiller, bref. Et là, le dernier épisode était consacré beaucoup à la saison 9 qui va paraître. Puis dans cet épisode-là, on a appris certaines choses. Donc, un des faits qui était relayé, puis on en avait discuté de la saison 9 ensemble, puis je vois qu'on n'a pas été les seuls à remarquer certaines affaires, comme le nombre de quêtes, par exemple, puis de savoir est-ce qu'il va y avoir assez de stock, par exemple, pour des joueurs d'avancer assez vite dans le monde, dans cette saison-là. Ouais, là, c'est parce qu'ils vont demander à beaucoup de gens de recommencer des personnages. Fait que, il y a des gens qui ont des personnages que, même moi, là, je fais partie de ces gens-là qui ont des personnages rendus haut niveau, mais ça m'a pris 3 ans de D&D, là, le monter là. Fait que recommencer à 0 pour jouer des classes des 4 tiers 3, ça ne tente pas super. Ouais. Fait que je pense qu'ils veulent s'assurer qu'ils vont être capables, s'ils refont un autre bonhomme, qu'ils vont être capables de remonter à ce niveau-là quand même assez rapidement. Je pense que oui, étant donné les nouvelles règles de progression de personnages, la progression quand même relativement rapide maintenant. Là. Ouais. Je pense qu'ils vont également sortir 3 modules à la fois, c'est-à-dire 1 tiers 1, 2, 3, quelque chose comme ça. Là. Ils ont sorti des dates aussi, là, fait que je pense que ça va permettre une capacité de toi à amener un personnage que tu as déjà
Mike, directement tier 3 de la saison 9. Ce qui était déjà possible, là, bon, il y a les Legacy, tout ça, on a parlé des règles l'autre jour qui vont changer, mais de faire ça, ça évite que toi aussi, faut que je recommence à un absolument pour avoir une idée de l'histoire, tout ça. Puis je dis ça, ben, en fait, c'est même pas vrai, parce que tu pourrais jouer ton personnage Legacy en saison 9, puis jouer ton personnage niveau 16, c'est juste que tu peux pas avoir tu n'auras pas les rewards. Mais si c'est pas vraiment ce que tu veux faire, puis tu veux juste voir l'histoire, puis tu fais des points quand même pour des items que tu aurais déjà débarrés ailleurs, c'est parfait aussi. C'est quand même où je m'en allais penser à ça. Où je m'en allais avec ça, c'est qu'ils ont annoncé que les premières aventures, en fait, qui allaient sortir à peu près, je pense qu'on a annoncé peut-être une dizaine avec des dates autour de lesquelles ils allaient sortir. Mais ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils n'avaient pas encore tout annoncé ce qu'il y avait. Ils comptaient beaucoup aussi sur le hardcover, d'être joué beaucoup, étant donné que la vague de hype autour de Descent into Avernus était quand même assez présente. Donc, ils s'attendent à ce que beaucoup de monde à Adventures League joue le hardcover pour ajouter en plus à leur partie Adventures League officielle. Là, il donnait l'exemple, par exemple, de commencer le hardcover en même temps de commencer d'autres quêtes. Donc, moi, je pense qu'il va être huge, le hardcover. Là. Je suis convaincu que ça va être le plus huge hardcover côté storyline qu'on aura vu jusqu'à la date. J'étais en gros débat à savoir si je run un hardcover ou la version Adventures League. J'étais en train de discuter. Il y a trop de joueurs à se faire. Je veux absolument le jouer, ce hardcover-là. Je vais te payer s'il faut, Joe. Écoute, tu veux-tu te rendre membre de Patreon Coup Critique? Ça serait pas pire qu'on fait un Patreon que c'est juste... Joe va vous running gang. OK, je vais prendre... Je te reviens là-dessus, Mike. Merci. OK. Mais je suis sûr, en fait, ils sont très, très confiants de la qualité de ce module-là. On le sent dans toutes les entrevues qu'ils donnent. Même les gens qui ont travaillé un petit peu sur le volume font... Honnêtement, c'est une des meilleures affaires qu'on a sorties depuis le début. Là. Ça va être vraiment malade. Qui ont touché de quoi de spécial avec celui-là, là, puis probablement que leur test gameplay, ils ont eu des feedbacks de feu. Là, fait ils ont l'air effectivement pas mal confiants de leur shot. Ouais. Mais en fait, depuis un an environ, là, excuse-moi, avec la saison, je te dirais qu'ils étaient confiants aussi, puis avec raison. Ils ont fait, avec le boom qu'il y a eu depuis 1 an, 2 ans, pour différentes raisons, ils ont vraiment... Là, ils s'assurent de peaufiner, d'être à l'écoute des joueurs, de faire des changements. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, les règles, tout ça. Puis je pense que là, au futur des prochaines saisons, ils n'ont pas annoncé nécessairement de saison 10, mais avec la saison 9, ils continuent à peaufiner. Ce qui fait que ils prennent le temps de s'assurer que c'est parfait, sans comparer avec des saisons antérieures qui étaient nécessairement mauvaises, au contraire, mais c'était moins malléable. C'est un learning process, puis tu vois ils ont vraiment appris justement de leur processus jusqu'à date, puis ils font des changements qui sont positifs. Incroyable, ouais. Mais malgré ce qu'on peut penser, je pense pas qu'ils veulent pas que ça marche, au contraire, mais c'est... Non. C'est intéressant ce qu'ils vont faire avec les prochaines saisons, là, puis l'histoire du prochain, moi c'est plus ça qui m'intéresse. Ouais. Ça a l'air d'être capoté. Là. Tout le monde. Ah ouais, là, j'ai touché ma ville préférée à peu près de D&D. Tu veux qu'on parle du jeu pendant une demi-heure? Ah oui, je me réveille, ça. Je vais finir Baldur's Gate 2 n'a rien à voir avec Baldur's Gate. Je vais finir le petit segment avec peut-être dernier point. Ils ont annoncé en fait que ce qu'on appelle les aventures CCC, qui étaient les Conventions Created Content. En fait, ce que c'est que c'est des aventures qui sont écrites par des tierces parties, ou pas mal plus des gens en fait qui écrivent des aventures pour des conventions. En fait, par exemple, quelque chose qui s'est passé au Montreal Comic Con. C'était une aventure CCC. Donc, l'aventure avait été écrite spécialement pour l'événement avec les différents tiers en prise de compte. En fait, ce qu'il parlait, c'est qu'il comptait beaucoup sur les gens à utiliser beaucoup plus de contenu CCC aussi dans les prochaines saisons à venir, en fait. Puis pour ça... Il commence à avoir une banque de CCC assez grande. Hein? La liste, je dirais, il doit y avoir au moins une centaine de quêtes. Facilement. Puis en fait, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils vont rebrander ça à ce que ça s'appelle Community Created Content. Donc, encore plus. Et ce qu'ils vont faire, ils vont vraiment beaucoup plus faciliter l'accréditation à des aventures de premier tiers. Donc, je pense que c'est tiers 1, tiers 2 qui parlait. Dans le sens que si quelqu'un écrit une aventure, il va toujours avoir à remplir une espèce de formulaire, une espèce de convention sur
est-ce qu'il a respecté telle chose. Il va pouvoir l'envoyer. Puis, normalement, le processus, c'est que la partie est jouée dans une convention pour être testée. Et ensuite, elle peut être mise, par exemple, sur DM's Guild ou elle peut être rendue accessible pour que des gens jouent. Là, ce qu'il prévoit faire, c'est de skipper cette étape-là pour permettre à des gens de justement, écrire des conventions, il n'y en a pas à tous les semaines. Là, je veux dire, j'ai écrit une bonne histoire, est-ce qu'elle peut être jouée? Mais ils vont permettre, mettons, tiers 1, peut-être jusqu'à tiers 2, de recevoir des aventures puis de faire OK, ça se tient, puis OK, on l'a bien analysé, on a checké, et ça, on va la mettre disponible, puis tu pourras dire qu'elle est officiellement compatible avec le système Adventures League. Donc, ça va permettre peut-être à des gens de contribuer encore plus en termes d'aventure, en termes de contenu, et ça va permettre justement peut-être de régler aussi ce problème-là. Que les gens voyaient venir de saison, de faire grandir son personnage plus vite. Nos personnages vont pouvoir participer à plus de choses différentes. J'espère juste que ça va être quand même... Là, ils ont l'air de mettre un système en place pour montrer que ça va être quand même encadré. Puis malgré que c'est un jeu puis tout, je pense que ça mérite d'être encadré et qu'il y a une certaine qualité. Oui. Moi, c'est sûr que c'est plus, en ouvrant ça, c'est plus là-dessus que j'espère qu'ils ne perdront pas le contrôle. Mais sinon, c'est sûr que ça va créer. Ça va donner la possibilité du monde qui crée des quêtes, justement, des DM qui font du homebrew, qui créent des affaires vraiment cool, d'avoir une vitrine, puis peut-être même de faire un peu de cash avec ça. Pour les vendre sur DM's Guild, tu peux les vendre pour 7,99$, c'est une pièce d'achat. On n'a aucune idée du pricing à passer. Oui, mais comme dans tous les domaines de question, ça peut être une vitrine, que j'aime ton mot, là, pour les gens créatifs qu'avant, il n'y avait pas la possibilité d'être sur le marché. Parce que, bon, c'est pas question de se battre quoi que ce soit, mais il n'y avait pas assez de convention, comme dit Francis. Donc, ça peut aider les gens créatifs à écrire des choses, puis que moi, en tant que DM, je peux aller chercher ça, puis les utiliser, puis vivre quelque chose d'extraordinaire. Parce que cette personne est talentueuse, je trouve ça fantastique, puis d'encourager ça, comme tu dis, à 1$, 2$, 3$, 4$, je sais pas, c'est fantastique aussi. Oui, d'ailleurs, en parlant de contenu CCC, on va avoir une entrevue qui devrait sortir bientôt avec un éditeur, en fait, un regroupement de writers qui ont écrit les aventures que j'ai runnées dernièrement, qui était la série dans la ville de Glipdac, qui est comme une de leurs inventions, que ça a été accrédité par Adventures League. Et dans le fond, ils viennent de sortir une espèce de tome avec les premières aventures de ça. Puis, dans le fond, on va avoir une entrevue qui vont nous parler un peu du processus. Ils vont nous parler du processus, un peu d'écriture, comment ça fonctionne. Donc, j'ai hâte de vous faire ça. De lire ça. Ouais. Donc, on se revoit de l'autre bord de la pause, puis on va aborder les classes. Vous aimez ce que vous entendez? Visitez coupcritique.ca, un site web consacré uniquement aux jeux de rôle. Nous créons des articles sur les nouveautés et des critiques sur différents produits consacrés aux jeux de rôle. Pour nous aider à pousser le podcast et nos capsules de vidéos plus loin, visitez le Patreon de Coup Critique à patreon.com/coupcritique. De retour à Coup Critique, super content que vous soyez restés avec nous autres. Donc, on va commencer les classes. Donc, notre manière de procéder, c'est qu'on s'est donné chacun une classe à voir. Eric n'est pas là pour cet épisode-là. Donc, lui, sa classe, c'était les clérics. Donc, cléric Eric. Ça va être... Tu t'avais dit qu'on la ferait pas. On va le couper au montage, c'est correct. La réputation. Je me suis gâté. Donc... Laisse ça va être drôle le moment. C'est sûr. Ouais, fait que... mais on s'est donné chacun une classe. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'à tour de rôle, on va expliquer un peu la classe puis qu'est-ce que c'est d'intéressant là-dedans. Donc, notre idée, c'est d'en faire peut-être de 3 à 4 par épisode. Il y en a peut-être une douzaine, je crois, de classes. Donc, on pourra jouer autour de ça. Puis, n'hésitez pas encore si vous avez des suggestions sur des sujets ou des thèmes comme ça que vous voulez qu'on aborde. Ça va nous faire plaisir d'en parler. Donc, on va commencer, en fait, on suit le PHB, on suit le manuel du joueur. Donc, on va y aller quasiment par ordre alphabétique. On va commencer par le barbare. Et c'est notre beau Mike qui va faire... non, c'est Giovanni. Giovanni qui va faire le barbare. Le moins beau Giovanni, oui. Exact. Le sublime Giovanni. Ah, c'est ça. Dans le fond, moi, j'avais un peu dit shotgun sur le barbare. D'abord, mon plus vieux personnage, mon plus avancé, mon plus haut niveau. Fait que j'ai vraiment trippé là-dessus. Bon, tout le monde se fait une idée un peu préconçue du barbare. Et avec raison, un barbare, c'est de la rage, puis on tape dans le tas. Par contre,
ce qui est important de comprendre dans le barbare, c'est qu'il y a des gros avantages. On parle de force, de constitution, vraiment, là, on l'imagine beefy. Il y a des différentes approches à avoir là, pour le barbare, c'est sûr, on peut être créatif, mais c'est à travers ces défauts que je pense qu'il y a le plus de fun à avoir. On parle souvent d'intelligence, de la sagesse qu'il n'y aura pas nécessairement beaucoup. C'est un peu comme ça. J'ai joué mon barbare assez générique, là, si on veut, plein de force, plein de constitution. Mais à travers. Non, exactement. 8, ou c'est quand même pas si pire, je pense que j'ai 8. Vu que c'est notre League, anyway, c'est super. Il sait pas tout à fait lire, mais il est quand même. Il est drôle à travers ce qu'il fait. Mais il est bien jaseux. Il essaie des choses, tout ça. Fait, à travers ça, donc il y a quelqu'un qui joue dans Critical Role, Travis Willingham, qui a dit que c'est à travers les faiblesses d'un personnage qu'on peut vraiment avoir du plaisir et non pas à travers ses forces. Puis en appliquant ça à toutes les classes ou tous les personnages qu'on peut avoir, je pense que c'est là qu'il avait raison, parce que je l'ai essayé, puis c'est à travers mon peu d'intelligence avec mon barbare qui s'appelle Lamac. Oui, il y a un cas, il faut mettre un cas tout le temps, il paraît, puis tout ça. Donc c'est à travers ça que j'ai beaucoup de plaisir, à défaut de j'ai besoin de force, mais dans le roleplay, c'est là que j'ai du plaisir. Si on rentre dans les barbares, la principale chose, c'est vraiment de tomber en rage. Défensivement parlant, ça va être un gros plus parce qu'un barbare ne porte pas d'armure, mais il va avoir la moitié des dégâts qui sont non magiques, tout ça. Donc, c'est un gros plus à ce niveau-là. Fait que la quantité de rage augmente avec le temps. Puis, le dommage que ça fait quand tu es enragé, je le sais, parce que quand mon petit gars est enragé, il fait plus de dommages aussi. À travers quand tu es enragé, c'est supplémentaire. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Sinon, c'est un peu un cheminement, là, comme toutes les classes au niveau de monter les statistiques, quelques petites choses qui arrivent. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, Mike, tu pourras confirmer, c'est le Reckless Attack. Donc, t'attaquer sans défense. Donc, tu as avantage dans tes attaques, tu roules 2 des 20, puis tu prends le plus haut. Ça donne avantage aux autres aussi, mais personnellement, je trouve que c'est high risk, high reward. Surtout high reward, tant qu'à moi. Ouais, des chances de crit, etc. Donc, à date, j'ai jamais eu de problème avec ça, avec mon barbare. Mais c'est sûr que c'est risqué. Fait que je connais des gens qui jouent un barbare plus défensif puis moins risqué, puis c'est très correct, puis c'est fantastique. Moi, j'ai du fun avec ça, avec toutes les dés que je lance. Excusez, j'ai un chat dans la gorge. Donc, ça fait partie des différents éléments qui viennent rentrer dans la balance, un peu plus de mouvement, etc., etc. Dans les paths, les chemins que tu peux prendre, pour le traduire en français, en tant que barbare, il y a le Ancestral Guardian, qui est vraiment le plus défensif de tous. Tu peux aider tes alliés qui sont autour de toi et tout. Donc ça, c'est vraiment un chemin que tu peux prendre en tant que barbare. C'est une sous-classe, comme on se dit, qui vient te permettre beaucoup plus de défensive. Battle Rager, c'est quelque chose d'intéressant que j'ai même appris tout dernièrement. Tu es obligé d'être un nain. C'est vraiment, au lieu de taper avec ta hache, là, tu tapes avec ton corps. Tu rentres dans le tas, ton armure, tu peux créer des pics qui sortent de ton armure. Donc, c'est ça le barbare en armure, en fait. Ouais, c'est le seul barbare que ça fait du sort d'avoir l'armure, mais c'est vraiment drôle. En côté texture, là, c'est même toi qui parler, là, c'est vraiment intéressant. Lui, moi, je trouve ça drôle, là, c'est des cannonballs de nains qui se garochent dans le monde. What's not to like, là? Comme tu as dit ça tantôt, c'est son corps qui est son weapon. Ouais, they are the weapon, ouais, ça. Exactement. Le Berserker, pour être relativement bref, c'est vraiment quelqu'un qui vire fou. Donc, à travers ça, tu vas avoir des possibilités de faire plus d'attaques dans une même ronde. Moins de chances d'enlever ta rage. Tu n'as pas de chance d'être charmé pendant que tu es à rage. Tu es complètement les yeux rouges puis tu vires complètement. La Mac est ce chemin-là, puis c'est quand même intéressant. Mais il y a des malus qui viennent avec ça, bien sûr. Le Storm Herald, c'est ce qui est le plus proche d'être. C'est pas un caster, faut pas rentrer là-dedans, puis les fervents de caster vont me dire que t'es pas un caster. Mais par contre, tu choisis un petit peu le type le chemin des tempêtes. Là. Tu peux aller soit version désert, version mer ou version toundra. Donc, à travers ça, tu peux créer ton personnage, puis vraiment lui donner une texture propice à ce type de terrain ou d'atmosphère. Mike m'en parlait justement tantôt, puis c'est vraiment intéressant. Tu fais, rappelez-moi le nom du nouveau livre qui est en mer. C'est Ghost of Saltmarsh. Ghost of Saltmarsh, puis tu prends un barbare de Storm Herald, puis tu y vas avec la mer. Écoute, ça doit être totalement fantastique. Fait que c'est le genre de texture que tu peux apporter. Ouais, un genre de viking, exactement, qui peut être vraiment propice à ce type de sous-classe-là. Mais c'est vraiment intéressant
que tu peux influencer un peu la température. Le Totem Warrior, c'est dur à dire s'il est défensif ou offensif, mais c'est vraiment le côté, tu mets un totem à terre en fonction de soit un ours, soit un aigle, soit un loup. Puis ça a différentes approches à faire. À ce moment-là, c'est d'autres choix qui rentrent en balance. Donc, c'est vraiment intéressant pour le personnage selon ce type d'animaux-là. Donc, c'est un peu plus proche de la nature puis des bestiales. Et le dernier, le Zealot, moi, personnellement, je le considère comme proche des dieux. Donc, les pouvoirs du Zealot, le chemin que tu prends, va être à travers les dieux, mais sans avoir à faire de prière clérique, et bien de pouvoir aller se ressourcer là-dessus. Donc, quelqu'un qui a beaucoup de « Ah, tu sais, je veux jouer un barbare, mais les dieux », à ce moment-là, tu peux être vraiment propice à amener le bien ou le mal, vraiment comme tu veux, selon mais avoir une certaine texture différente qu'un cléric qui casse vraiment des sorts. Donc, c'est pas mal ça pour les chemins à prendre. C'est sûr qu'il y en a beaucoup d'autres dans Uncharted, Arcana et dans Duel, quoi que ce soit. Mais dans les principales que tu peux jouer en Adventures League, c'est vraiment ça. Puis je pense que ça donne une bonne idée là, en petit résumé. Merci, Joe. Plaisir. Deuxième classe, c'est moi qui embarque. On va parler des bardes. Bon. Les bardes, là, ils n'ont pas toujours eu une super bonne réputation dans l'univers de Donjons Dragons, dans le fond. Ça a longtemps été une classe qui était pas beaucoup aimée, dans le fond, étant donné que c'était un peu les poids lourds un peu des équipes. Là. C'était les classes qu'on devait traîner, mais c'était pas des classes qui étaient vraiment équipées pour le combat, ni très, très efficientes. Par contre, dans la 5e édition, le Bard a pris beaucoup plus de galons. Il est devenu une classe qui est de plus en plus populaire. Les variantes du Bard sont super intéressantes aussi. Puis, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est... Si on parle un peu plus au niveau du lore, un Bard, dans le fond, c'est quelqu'un qui a réussi à trouver... techniquement, il n'y a pas tant de bardes dans l'univers de Donjons Dragons. Les vrais bardes, en fait, ce sont des personnes qui ont réussi par la musique à accéder à un certain pouvoir magique. Dans le fond, c'est que leur musique transcende la magie. Ils peuvent se servir de cette musique-là pour aller avoir accès à des sorts ou à certaines habiletés qui leur permettent d'être extrêmement polyvalent. Le bard, c'est le couteau suisse, dans le fond, pardon, des classes dans Donjons Dragons. Jack of all trades. Ouais. C'est pas pour rien que l'habilité Jack of all trades arrive au level 2 d'un bard. C'est que ça permet d'avoir justement dans toutes les habilités qu'il y a dans une liste de votre personnage, par exemple, perception, insight, stealth, en fait, toutes ces skills-là, dans le fond. Le bard a accès à beaucoup plus de ces skills-là. Et il permet d'ajouter son proficiency bonus, son espèce de bonus d'habileté à plusieurs de ces classes-là. Et plus il va monter de niveau, plus il va avoir des classes qui vont devenir encore meilleures à. Donc, c'est souvent le bard qu'on envoie quand il faut, par exemple... essayer de convaincre quelqu'un de donner des renseignements, essayer de charmer une certaine personne. C'est une classe qui est vraiment basée sur l'habilité du charisme, dans le fond, dans le charisme. C'est là-dedans que souvent les gens vont mettre le plus de leurs points, en fait, c'est dans la section charisme. Le bard, en fait, il va grandir, puis à un moment donné, à niveau 3, vous allez devoir choisir un collège, dans le fond. Le collège est, dans le fond, l'archétype de chaque barde. Si on va dans l'exemple, en fait, en ordre, dans le manuel du joueur, on a le College of Lore, The College of Lore. Ce collège-là est plus axé sur l'accès à des sorts. Donc, le bard qui va là, c'est une espèce d'érudit qui va chercher les légendes, les nouvelles, qui les raconte, qui se fait une espèce de devoir de raconter les aventures de ses compatriotes, d'inspirer les gens autour de lui par ses nombreuses histoires et son vécu, mais aussi qui est toujours à la recherche des secrets magiques que la musique peut lui apporter. Ça permet, dans le fond, d'avoir beaucoup plus de sorts des gens partants et d'avoir accès à des sorts de d'autres classes aussi plus rapidement.
Ensuite, dans le manuel de joueur, il y a le College of Valor, qui est en fait un bard qui est un peu plus axé sur le combat. Dans le fond, il est plus équipé, dans le fond, pour être au sein de l'action. C'est un bard qui va louanger les prouesses de ses camarades de guerre et qui va pas hésiter à leur donner de l'inspiration ou des sorts qui vont leur permettre d'améliorer leurs habiletés en combat. Si on parle un peu de l'inspiration, c'est un peu le bread and butter, c'est un peu la job beaucoup du bard. C'est le bard va avoir accès à certains points d'inspiration qu'il va pouvoir donner à ses alliés, dans le fond, à son équipe, pour leur permettre d'améliorer soit des jets d'habileté ou des jets de combat ou des checks, quoi, dans le fond, qu'on appelle. Oui, vas-y. J'allais dire, c'est sous-estimé, je pense, là. Qu'est-ce que ça peut faire comme aide, ces dés-là? Bon, je pense que ça commence à un D6, c'est pas ça, D8, même D10, ouais. D12. C'est sous-estimé la qualité ou qu'est-ce que ça peut t'apporter, là, ces dés d'inspiration-là, à travers un jet de sauvegarde. On s'entend de rajouter un D6, un D8, un D10. Ça peut faire une grosse différence quand c'est temps de sauver une vie ou de se sauver la sienne. Oui, vraiment. Si on se lance maintenant dans Xanatar, le livre de ressources qui est sorti, il y a 3 nouveaux collèges qui ont été ajoutés. Il y a le College of Glamour, qui est comme vraiment drôle. Le bard est tellement rendu beau, attrayant, séducteur, a tellement de charisme qu'il est capable de faire changer la volonté des gens autour de lui par sa simple présence. C'est un peu ça, le College of Valor. Il réussit à prendre, dans le fond, son essence de ce qu'il dégage, dans le fond, pour influencer les gens autour de lui, autant ses alliés que ses ennemis. Ensuite, il y a le College of Swords, le Collège des épées. On l'imagine une espèce d'artistes du cirque là, qui jonglent avec des cimetars ou qui se rentrent des épées dans la bouche. C'est un maître, dans le fond, des lames, des armes, donc il va avoir des bonus au niveau des attaques avec ce genre de type d'armes-là. Une classe qui pourrait bénéficier de beaucoup par exemple, de dextérité au niveau des habiletés. Et le dernier, le College of Whispers. Il y a toujours, dans Xanatos, ils ont passé toujours à une sous-classe qui permet d'être un peu plus dark, là. College of Whispers, c'est le bard qui justement est capable de planter des idées néfastes dans la tête de ses ennemis. Il peut être très furtif, très... pensez à une espèce d'espion, là, une espèce de beau parleur. Là. Je pense que James Bond pourrait être un bard of Whispers un peu. C'est quand même très action James Bond, là, mais... mais un bard... ouais, c'est ça. C'est qu'il est capable il va aller pour aller soutirer de l'information, aller chercher les secrets des gens, des trucs comme ça. Mais il va utiliser beaucoup de son charisme, justement, pour arriver à ses fins. Mettons plus à James Bond, Pierce Brosnan, que James Bond, Daniel Craig. Ouais, ça. Ouais. Moi, là, c'était GoldenEye ou rien. Fait que le bard, dans le fond, au niveau de ses habiletés, c'est sûr que beaucoup des gens vont mettre ça dans charisme, dans dextérité aussi, étant donné que c'est pas une classe qui utilise des grosses épées ou des grosses haches. C'est souvent, par exemple, une rapière, une épée courte, des arcs. Souvent, ça va te monter en dex avec la barbe. Fait que souvent, ça va être des armes de finesse que tu vas vouloir prendre. Ouais. Moi, mon personnage le plus haut niveau en ce moment, c'est Skoras, qui est un barde College of Valor, dans le fond. Donc, lui, il a une rapière, il a un bouclier, il est directement dans le combat. Puis, ce qui est vraiment intéressant avec le bard, c'est, oui, il y a des sorts qui sont attitrés seulement à cette classe-là, mais c'est qu'à un moment donné, on tombe dans des habiletés comme Magical Secret, qui permettent d'avoir accès à des sorts devenant de toutes les variétés de spellcaster. Donc, on pourrait trouver un bard... Je faisais des disintegrate, là. Hein? Moi, j'avais un bard qui me faisait des disintegrate. Ouais, puis on pourrait avoir un bard qui fait Just Blast, on pourrait avoir un bard qui fait Fireball, puis... C'est vraiment la classe que tu peux aller piger un peu dans la table des autres. S'il manque de quoi dans le groupe, tu vas être capable de patcher la plupart du temps. C'est sûr que ça dépend un peu de ton collège, là, en bout de ligne, mais t'as toujours
t'as toujours une possibilité de patcher un trou d'habilité dans une game. Fait qu'en Adventure League, je pense que c'est un peu pour ça que c'est populaire, parce que Ouais. peu importe dans la game que tu vas être utile. Ouais. Puis, Il y a certaines classes, des fois, dans des modules, que ça, leur utilité est un peu débattable. Mais... ouais. Moi, il y a des games que j'ai quasiment été juste un healer en bard, là, tu sais, où j'aidais à relever du monde, puis à donner un petit peu de jus, puis à aider leurs habiletés, à leur donner avantage en combat, puis je restais un peu plus en retrait, alors que d'autres, j'étais plus front-facing, puis j'utilisais des sorts qui pouvaient donner, par exemple, du dégât psychique, par exemple. Mais au niveau du roleplay, le bard, c'est celui qui est le plus flamboyant, donc souvent, si vous voulez jouer un bard, il y en a, il peut être de n'importe quelle saveur, mais c'est souvent une classe qui a le stéréotype d'être plus flamboyante que les autres. C'est une classe de performance, d'une façon ou d'une autre. C'est un barde, soit qui compte des histoires, ou soit qui joue de la musique, ou c'est un gars qui fait des shows d'épée, mais tout le temps, ça va être un entertainer. Ouais. Puis pour revenir aux inspirations, moi, en tant que DM, j'impose quasiment, sans mettre personne mal à l'aise, à mes bardes de OK, je vais inspirer lui. Parfait. Comment tu l'inspires? Tu l'encourages, tu chantes. J'aime beaucoup challenger un peu les gens quand je juge qui ont une certaine expérience afin qu'on comprenne mieux comment il est inspiré et non pas juste, hey, je te donne un dé. T'sais. Ça donne du souffle à des parties aussi beaucoup. Vraiment. Alors, puis il y a tellement d'habiletés que le Bard gagne, comme Song of Rest, des trucs comme ça qui sont vraiment utiles dans une partie. Donc, si jamais vous avez jamais essayé un Bard, c'est vraiment une classe qui devient de plus en plus intéressante. Puis, il y en a même qui considèrent que le Bard est un peu OP, comme on appelle, là, qu'il y a moyen d'avoir un Bard vraiment très, très puissant qui peut débalancer une partie. Mais moi, c'est une classe que j'affectionne particulièrement. Donc, si on continue avec notre beau Mike qui va nous parler de druides. Moi, je vais vous parler des druides. Là, on est-tu loin de Panoramix, là, où on est... Pas nécessairement, en fait. Le druide, c'est une autre classe que j'appellerais un Jack of all trades. Parce qu'il y a possibilité de jouer le druide de plein de façons différentes. Donc, c'est une classe qui est pas je te dirais qui excelle pas dans vraiment aucun domaine, mais qui va tout faire les jobs bien. Donc, évidemment, le druide, c'est l'ami de la nature, fait que tout se rapporte pas mal à ça. C'est une classe qui va soit qui va essayer de protéger la nature ou qui va essayer d'établir une harmonie entre le royaume des hommes et la nature, mais c'est sûr que c'est toujours du monde qui... À la base, c'est des cercles de druides, puis des ordres, puis des trucs comme ça. Fait que c'est comme un peu des prêtres de la nature, si on veut. Il y a plusieurs sortes de druides qui sont dans les livres. Puis, comme je disais tantôt, c'est possible de jouer tous les types de druides. Je pense que les features principales du druide, c'est qu'évidemment, il peut changer en plein d'animaux à partir du niveau 2. Ça donne une polyvalence puis une espèce de roleplay unique que tu peux avoir en jouant un druide parce que tu peux vraiment... dans chaque situation, tu peux sûrement trouver un animal qui va fitter quelque chose que tu as besoin de faire, que ce soit grimper sur un mur, passer dans un passage trop petit, te glisser quelque part, voir dans le noir. Il y a plein de possibilités, c'est endless à peu près. C'est ce qui est vraiment le fun du wild shape du druide. Par contre, il faut se rappeler tout le temps, peu importe qu'est-ce qu'on joue, le druide, ça reste un spellcaster. Faut pas perdre ça de vue parce que des fois, il y a des gens qui vont jouer les druides et ils pensent qu'ils vont être dans le milieu du combat tout le temps puis ça va être tout le temps ça. Mais la plupart des trucs pour le druide sont gearés en fonction du spellcasting et beaucoup de sorts qui sont bons du druide sont aussi des sorts de concentration. Donc, certains joueurs, ça peut ils pensent que leur druide est moins bon à cause de ça. Il faut peut-être juste y penser un peu en le construisant pour patcher à ça, mais ça se fait bien. Donc, les types de druides, le premier que je vais parler, c'est je pense en alphabétique, non, même pour c'est juste en ordre random, mais le premier que je vais parler, je pense qu'il est dans Xanatar, c'est le Dreams Druid. Lui, c'est vraiment ce que je pourrais appeler le druide qui est le healer de la gang. C'est lui que c'est
ses bonus en montant de niveau sont gearés pour faire soit des actions de casting de spells plus rapides pour les spells de healing, où il va être capable de créer des zones qui sont faciles pour le groupe de se reposer sans être tracassé par des encounters ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment le caster healer de la gang des druides. Ensuite, on a le Land Druid qui, lui, va choisir un type de land, puis il va avoir des sorts de plus qui sont reliés à ce type de surface ou de terrain, dans le fond. Ben, d'atmosphère, je dirais plus, là, de climat, ouais, exactement. Okay. Je pense que le mot précis serait vraiment climat. Donc, si mettons du désert, tu vas avoir des spells de lightning, si t'as des affaires de la forêt, je pense que c'est des trucs d'eau. Donc, ça va être un peu plus gearé. Donc, encore une fois, c'est un caster avant tout. Mais tu vas avoir des sorts, accès à des sorts un peu plus d'attaque et d'effet. Donc, plus un control au niveau de son rôle dans un party, là. C'est ton but avec un Land Druid, je pense que ça devrait être de lancer des effets sur les ennemis et tes alliés pour les aider et non c'est de faire le plus de dégâts possible. Ensuite, moi, c'est celui que je joue, qui était à l'époque un des seuls qui était disponible, ça me tentait de jouer, c'est le Moon Druid. Ça, c'est le spécialiste du Wild Shape. Donc, au début, là, cette feature-là, les premiers niveaux, c'est extrêmement fort, t'es pas couchable. Tu te transformes en ours au niveau 2, puis t'as comme une montagne de points de vie pour ce niveau-là, puis t'es capable de faire beaucoup de dégâts. Par contre, en montant de niveau, ça devient un peu moins fort à partir du niveau 7, 8. Les autres classes, ils vont pas mal t'éclipser au niveau de dégâts, mais tu peux quand même faire une job de tank assez bonne ou même de healer, en fait de tank assez bonne, parce que tu peux te healer avec tes slots de sort. C'est quand même intéressant. Mais c'est vraiment le spécialiste du Wild Shape, donc c'est un des seuls qui va être capable de voler éventuellement aussi avec ses shapes. Non, les autres aussi peuvent voler, mais juste beaucoup plus tard, je pense. Ou accès en fait, ils peuvent voler, ça. Ils peuvent voler, mais ils ont accès à moins de trucs impressionnants là, en tant que Moon Druid. Ils vont te changer en aigle géant là, si tu veux un jour. Puis avoir accès à des créatures comme ça. Ce que les autres druides n'auront pas accès. Ils vont seulement avoir des créatures plus petites comme des oiseaux ou à la limite des petits aigles. Donc. Dirais-tu même que c'est peut-être lui qui est un peu le moins caster à travers ça, à travers des différences? Oui, encore là, en montant de niveau, je pense que c'est quand même un feature qui est intéressant du druide, parce qu'il faut se rappeler que quand tu castes un spell de concentration puis tu changes, tu le gardes. Donc, si tu prends juste le temps d'en caster un avant de te changer en Wild Shape, tu peux quand même l'utiliser puis attaquer. Donc, moi, un des combos que je faisais, c'était Call Lightning, puis je me change en whatever beast que j'ai besoin, là. Donc, à chaque tour, ben, tu sais, si lui ne bouge pas, il mange des dégâts, tu peux caler ton truc pour te déplacer, puis tu as accès encore à tes habilités d'animal qui t'échangent. Ok. Je le connais pas beaucoup, mais donc ça revient. Mais oui, c'est le moins caster de la gang, c'est vrai dans un sens, parce que tu as tendance à vouloir être plus souvent qu'autrement changé en forme d'animaux quelconque, parce que c'est là que tu es le plus fort, le moins vulnérable. Mais tu es quand même un caster, tu vas quand même avoir accès à une panoplie de sorts super intéressants, super. Je trouve que le druide, c'est celui qui a la liste de sorts le plus. Varié ou le plus c'est différent? varié, mais c'est varié situationnel, dans le sens que ça va être utile comme ça n'a pas de bon sens dans certaines circonstances ou pas pantoute dans d'autres. Donc, je comprends. Ça peut être des hit and miss quand tu prépares ta liste de sorts, mais un druide qui s'est moindrement préparé avec une liste de sorts qui a du sens pour l'endroit où il s'en va. Comme moi, j'en avais un quand j'ai fait dans mon groupe To My Nation. Puis évidemment, mais comme on jouait le hardcover, il connaissait l'atmosphère puis la région, puis il s'était pris des sorts en conséquence. Le voyage dans la jungle pour ce groupe-là, ça a été une joke. Il était en Cadillac tout le temps, il se faisait des Leoman Tiny Hut, puis le druide, il ferait de la bouffe pour tout le monde tout le temps. Peu importe ce que je leur lance ça, le druide est comme ah non, moi je fais ça, puis je peux rien. Je peux même pas les perdre. Là. En tout cas, bref, c'est donc juste de s'adapter à le type d'aventure ou de game qu'on va faire pour le druide. Exact.
Et le dernier druide que je vais parler, c'est le Shepherd Druid. C'est le druide qui c'est plus le spécialiste des summon wild animals, puis de parler avec les animaux. C'est peut-être plus lui qu'on va imaginer avec un animal à côté de lui. Je pense que même c'est un petit feature. Je pense au niveau 2, tu commences à pouvoir summoner une espèce d'animal spirit là, que tu peux appeler tes côtés pour se battre avec toi ou même t'aider pour d'autres bonus. Là. Je pense qu'il y a plusieurs trucs qu'ils peuvent faire. Mais tous les autres trucs sont vraiment gearés à propos soit de booster tes sorts de conjuration d'animaux sauvages ou de booster ton totem, justement. Donc c'est le plus encore là, une fois, c'est caster, mais vraiment des spirits, des animaux en forefront. Fait que, tu sais, dans ce que tu m'as montré tantôt, ta question, là, on se rapproche-tu de Panoramix? Je te dirais que le Land Druid pourrait correspondre. Ouais. T'as raison. Druid Viking. Moi, je pense que si j'avais à le faire, je ferais soit ça ou peut-être un druid, un druid des rêves, là. Ce serait probablement des deux shows que je fais. Mais tu sais, quand on fait un personnage et on veut lui donner un thème comme ça, faut quand même être ouvert d'esprit par rapport à ce qu'on peut faire. Je pense qu'il pourrait à la limite tout fitter, là, ces deux avec un peu de proficiency en alchimie, tu fais une grosse potion. Si jamais vous jouez avec les options qu'il y a dans le Guide to Eberron, je pense, ou c'est Ravnica, je suis pas sûr. Mais il y a un cercle de druides qui s'appelle Circle of Spores que vous pourrez explorer. Il n'est pas considéré comme étant dans Faerun, donc mais c'est un truc. Je pense que c'est dans Ravnica. Ouais, il est comme plus orienté sur tous les fungus, les champignons, les moisissures. C'est un druide qui se concentre beaucoup sur des trucs comme faire monter des zombies puis des trucs comme ça, là, de contrôler la mort. Là. C'est vraiment intéressant. Mais moi non plus, j'ai pas lu parce que justement, j'ai pas pu l'essayer, mais ça a l'air d'être un cercle intéressant aussi qui est bien aimé de bien du monde. Ça peut être intéressant homebrew, j'imagine. Ouais, exactement. Fait que ça fait le tour de, je crois, nos belles 3 classes là, d'aujourd'hui. Donc, la semaine prochaine, peut-être qu'on va en avoir 4 ou 5, on verra bien. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute, tout le monde. Merci. N'hésitez pas à nous contacter encore une fois sur Twitter, Instagram, Facebook. Vous pouvez chercher Coup Critique. Ouais. Posez-nous vos questions. Ça nous fait encore plus de sujets à parler. Si aussi vous avez des suggestions sur des jeux ou des systèmes de jeux que vous voulez qu'on explore, qu'on regarde, ça va nous faire plaisir. Juste comme ça, on a reçu beaucoup d'éditions de jeux de plusieurs éditeurs qu'on va essayer de parler dans les prochains épisodes aussi. On va pas tout en parler en même temps, mais ça fait beaucoup de stock. Mais je sais on est tous en train de lire ça avec attention. Ouais, Eric est en train de finir un de ces jeux-là qui va nous parler très prochainement. On vient d'avoir aussi la 2e édition de Pathfinder que j'essaie de regarder pour essayer d'en parler. Les gars, sortez pas vos tomates d'ici. Mais moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse vraiment de découvrir ça. Ouais. Aussi, je vous rappelle qu'on a notre Patreon. Donc, n'hésitez pas à nous chercher Coup Critique sur Patreon. Vous pouvez... il y a plusieurs... j'ai pas vraiment parlé des montants aussi... Peut-être que ça peut vous intéresser. Dans le fond, il y a une option de donner $1. Ça donne juste une bonne petite tape dans le dos pour nous dire merci. Il y a l'option à $3 qui permet d'avoir accès à tout le contenu qu'on va produire en vidéo puis en podcast avant tout le monde. Et l'option à $5 où on vous met comme un collaborateur officiel et on vous cite dans le contenu qu'on fait. Donc, il y a également d'autres options là, que je te coupe de trucs qu'on prépare là, pour peut-être possiblement avoir du contenu intéressant à offrir à des Patreons qui seraient à un autre niveau. Là. On est en train de regarder ça, n'est-ce pas, Francis? Oui, exact. Puis on pense aussi à faire des concours, des choses pour nos abonnés. Il y a vraiment plein de choses. Coup Critique grandit vraiment beaucoup. Puis c'est grâce à vous. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre le temps de noter votre expérience avec soit des étoiles ou le système de rating de votre chose sur votre outil d'écoute de podcast. Dites-nous de quoi vous voulez qu'on parle pour qu'on parle des choses qui vous intéressent. On peut parler de D&D à journée longue. Si on parle pas des trucs qui intéressent les gens, ben on parle dans le beurre. Posez-nous des questions, communiquez avec nous autres. Ça va faire plaisir de répondre même directement sur la page de Facebook. Oui.
D'ailleurs, tous les membres de Coup Critique maintenant ont l'accès à pouvoir répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas si jamais il y a quoi que ce soit. Sur ce, merci beaucoup encore d'avoir été là. On se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de Coup Critique. Merci la gang. Merci. Ce podcast est rendu possible grâce à l'appui de nos amis sur Patreon, dont Ludovic Gatz. Merci beaucoup et à la prochaine.